When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more. If you need help, if you need help, your hope dangling by. Je reviendrai. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Ohana signifie famille. Que la force soit avec toi. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. J'aime me beurrer la biscotte. J'ai dépensé sans compter. Spartiate! Quel est votre métier? Salut à tous et bienvenue dans votre émission de vulgarisation d'effets spéciaux. Et oui, cet épisode a un an de retard, alors trêve de bavardage et rentrons directement dans le vif du sujet. Comme Basic VFX est une émission dans l'air du temps, on va parler d'une catégorie de films qui envahit les salles obscures plusieurs fois par an, et cela depuis plus d'une décennie. Bon, ok, je sais que tu sais qu'on va parler de Spider-Man. Le titre et la fiction du début, ils sont pas là pour rien. Mais bon, des films Spider-Man, il y en a eu 6, et même 9 si on prend en compte les films sortis entre 77 et 79. L'Homme Araignée, La Riposte de l'Homme Araignée, et le fameux Spider-Man Défi de Dragon, qui sont tous les trois des épisodes remontés de la série The Amazing Spider-Man. Donc pour l'instant, vous n'avez qu'un neuvième de la réponse. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je termine mon introduction, comme ça on voit de quel film on parle, ok? Je disais donc une catégorie de films qui envahit les salles obscures plusieurs fois par an, et cela depuis plus d'une décennie. Je parle bien entendu des films de super-héros. Au niveau des effets spéciaux, on peut distinguer deux grandes parties. Les films de super-héros un peu kitsch réalisés principalement avec des effets spéciaux mécaniques, et des blockbusters testostéronés aux images de synthèse rapportant des milliards de dollars au studio et divisant la société en deux catégories en créant une dichotomie entre le DCEU et le MCU qui t'oblige à choisir entre ces deux univers qui n'ont rien à voir au niveau des personnages, de l'intrigue, du ton et de l'identité visuelle de leurs films. Ces deux parties sont intéressantes à analyser, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux films qui font la transition entre les deux. Ces films qui au début des années 2000 ont commencé à intégrer des images de synthèse pour créer des scènes innovantes à couper le souffle. Bon, pour l'époque, il faut remettre ça dans son contexte. Et quand on parle de ces films, il y en a deux qui ressortent du lot. X-Men de Bryan Singer et Spider-Man de Sam Raimi. Les deux ont marqué les films de super-héros par leur utilisation des images de synthèse. Mais la différence se fait au box-office. Là où X-Men engendre 295 millions de dollars de recettes, Spider-Man engendre 822 millions de dollars. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Spider-Man de Sam Raimi. Alors Spider-Man est sorti en 2002 après un développement disons chaotique. En 1986, Marvel veut adapter l'Homme Araignée au cinéma. À ce moment-là, c'est la société de production Canon qui en détient les droits. Et c'est Toby Hooper qui est mis à la tête du projet, le papa de Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist. Enfin, je dirais plutôt le beau-père de Poltergeist, parce que oui, il y a bien son nom au générique, mais officieusement, c'est Steven Spielberg qui l'a réalisé. En 1990, le film n'est toujours pas prêt et les droits sont revendus à Carolco Pictures. Cette fois-ci, c'est James Cameron qui est placé à la tête du projet et celui-ci propose un scénario avec Electro et l'Homme Sable comme antagonistes. Entre-temps, la société fait faillite et le projet est bloqué dans un nœud juridique jusqu'en 1999, date à laquelle Columbia Pictures récupère les droits de Spider-Man. Nombre de réalisateurs prétendent à sa réalisation, notamment Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich, Ang Lee et même David Fincher pour lequel j'ai une affection toute particulière. Mais c'est finalement Sam Raimi qui obtient le poste et c'est après 3 ans de production que Spider-Man arrive sur nos écrans. Maintenant que les bases sont posées, analysons les effets spéciaux de Spider-Man. Allez, c'est parti. Le film commence avec Peter qui se prend un vent. Ok, ça commence bien. Je disais donc, le film commence avec Peter et sa classe qui visitent le musée d'histoire naturelle de Los Angeles
qui a semble-t-il été transformé en laboratoire pour les besoins du tournage. Et là, on arrive directement à la scène préférée des arachnophobes. Celle où Peter se fait mordre par l'araignée mutante. La toile sur le premier plan nous montrant la présence de l'araignée a été créée simplement avec du fil de pêche et un pistolet à colle. Ensuite, on a une succession de plans réels et de plans contenant des images de synthèse ou CGI en anglais. Le plan de la descente et le gros plan de l'araignée sont en CGI, mais le plan où l'araignée arrive sur la main de Peter, lui, est bien réel. Ils ont utilisé une véritable araignée de couleur noire qui avait une carapace sur l'abdomen pour changer sa couleur. Et petite info bonus, c'est pas la main de Tobey Maguire qu'on voit à l'écran. On fait un petit détour du côté des méchants pour dire que le planeur est un vrai et que seuls les effets de chaleur en dessous sont faux. Et on revient sur Peter qui se sent pas très bien et va directement se coucher. Le corps tout frêle de Peter à ce moment-là n'est pas celui de Tobey Maguire. C'est une doublure numérique avec la tête de Tobey incrustée dessus. Et la raison est bien simple. Pour arriver à un corps comme celui-là, ça demande plusieurs mois d'efforts. Donc on ne peut pas changer la morphologie d'un acteur juste pour un plan de 3 secondes. Pendant ce temps, Norman Osborn a décidé de devenir l'antagoniste du film. La fumée verte du sérum a dû être retouchée. Sur le plateau, les techniciens ont utilisé une fumée blanche car ils ne trouvaient pas une réaction chimique qui crée une fumée verte sans être toxique. Alors on met un petit coup de palette graphique et on évite d'intoxiquer ces acteurs. Parce que c'est pas bien. On peut voir des plans dans la bande-annonce où la fumée est encore blanche. Les bandes-annonces sont en général réalisées en même temps que la post-production du film, donc les effets les plus mineurs ne sont pas encore ajoutés. À son réveil, Peter se rend compte que ses problèmes de vue ont disparu et qu'il y a une main qui apparaît dans son miroir. Pour tourner cette scène en vue subjective, ils ont orienté le miroir de telle sorte que le reflet nous montre Tobey, pendant qu'un technicien tient des lunettes devant la caméra en reproduisant les mêmes mouvements que lui. Ce qui explique cette fameuse main dans le miroir. Après avoir fini de jouer au voyeur avec sa voisine, Peter a une soudaine envie d'essuyer ses pieds sur la tapisserie car il la trouve moche. Et il a bien raison. Cette scène paraît anodine, mais les décors intérieurs de la maison étant reconstitués en studio, les architectes ont dimensionné cette partie de la maison juste pour faire cette pirouette. Après avoir joué au voyeur, Peter suit sa voisine dans la rue et se prend un deuxième vent. Du coup, pour se réconforter, il prend des frites à la cantoche. À ce moment-là, sa voisine rentre dans la cafétéria et Peter tente un dernier contact en guise de baroud d'honneur. Et il se prend un troisième vent. Troisième vent immédiatement désamorcé par un impressionnant rattrapage de repas. Parce que comme on dit dans le milieu, la bouffe c'est sacré. Alors ce plan mythique aura nécessité 156 prises et une journée entière de tournage pour avoir ce résultat spectaculaire. Juste après, Peter découvre qu'il peut lancer des toiles de la pire manière que ce soit. En énervant le gros bras du lycée. Mais cette scène me permet d'expliquer une règle qui sera vraie tout au long du film. Lorsque les toiles sont lancées, elles sont réalisées en CGI, et lorsque les toiles sont déjà accrochées à quelque chose, elles sont réelles. Peter découvre aussi qu'il a un Spider-Sense qui lui permet de voir plein d'images de synthèse en gros plan et au ralenti, juste avant que Biff Tannen, Flash, laisse tomber. Je disais donc, juste avant que Flash essaye de lui refaire le portrait. Non, là clairement c'est Biff Tannen. Ensuite, Peter s'enfuit en courant pour se réfugier dans une petite ruelle pour tester de grimper sur les murs. Pour tourner ce plan, ils ont utilisé la fameuse technique du « le mur c'est le sol ». Tobey Maguire est juste à 4 pattes sur le sol en faisant croire qu'il monte un mur. Le sol de la ruelle, quant à lui, est réalisé en CGI. Le trucage est très bien réalisé, mis à part un seul point. La lumière. Sur le plan juste avant, Peter est éclairé principalement par la lumière du jour qui provient du ciel et donc projette son ombre vers le bas. Alors que sur le plan suivant, Peter est éclairé de derrière lui. Mais techniquement, il y a un immeuble derrière lui et je ne pense pas qu'un immeuble produise de la lumière. Mais je chipote pour pas grand chose, alors avançons. Une fois arrivé sur le toit, Peter décide de faire peur aux pigeons en sautant d'immeuble en immeuble. Pour cela, ils ont juste filmé Tobey sur un fond vert et un tapis de course pour l'incruster dans les plans. On continue donc, et après avoir découvert qu'il avait le pouvoir de réparer les lampes cassées, son oncle lui livre une des leçons de morale les plus connues du cinéma. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On fait juste un petit détour par le championnat de catch amateur qui nous permet de voir un super caméo du réalisateur. Oui, juste ici là, c'est la main de Sam Raimi. D'ailleurs, sur le plan suivant, c'est même pas lui qu'on voit à l'écran, ni la même main qui pousse Spider-Man. On passe rapidement sur le fait que maintenant Oncle Ben va avoir des difficultés à faire du riz, pour une raison évidente de décès. Peter part à la poursuite de l'assassin de son oncle, et on arrive sur la première scène du film où Spider-Man est entièrement en CGI lorsqu'il escalade les immeubles. Et pour l'anecdote, lorsque Sam Raimi a montré cette scène au producteur, il ne pensait même pas que c'était des images de synthèse, ce qui paraît évident aujourd'hui. On ne s'arrête plus car tout s'enchaîne très vite, puisqu'on retrouve Peter qui s'apprête à faire sa première envolée entre les buildings de New York. Pour réaliser ces scènes de vol, Sam Raimi voulait utiliser de la motion capture, ce procédé qui permet d'enregistrer les mouvements d'un acteur pour les retranscrire à un modèle numérique. Mais bon, deux problèmes se posaient.
Petit 1, il n'existe pas de studio de motion capture assez grand pour enregistrer les déplacements de Spider-Man. Petit 2, aucun homme ne peut physiquement réaliser les cascades de Spider-Man. Si un homme se balançait de toile en toile comme Spidey, ses bras s'arracheraient sous le poids de son corps. Du coup, ils ont décidé de faire un modèle 3D de Spider-Man et de l'animer image par image, ce qui revient globalement à faire du stop motion. Spider-Man retrouve l'assassin et joue à cache-cache avec lui. Les ombres que l'on voit au plafond ont été réalisées en post-production car elles étaient techniquement impossibles à réaliser pendant le tournage. Après moult péripéties, on retrouve Peter au festival de l'unité mondiale à Times Square. Festival qui existe réellement et qui se déroule près de Dallas, au Texas. Le bouffon vert décide de s'inviter à la fête pour tout faire péter. Pendant ce temps, Stanley profite de la cohue générale pour enlever une enfant. Allez, viens là ma petite. Pour créer cette scène, ils ont composé les plans avec différents éléments. Les buildings ont été filmés à New York et les plans avec la foule ont été tournés à Downey, à côté de Los Angeles. Les ballons géants sont en CGI et permettent de cacher les raccords entre les plans. Et pour ajouter encore plus de complexité, les scènes sur le balcon ont été tournées en studio, ce qui explique les forts raccords regards entre Harry et Peter. Sinon, pour le reste de la scène, on alterne entre un Spider-Man et un bouffon vert numérique et des acteurs en costume. Spider-Man finit par sauver la demoiselle en détresse et s'envole avec elle. Pour ce plan, ils ont filmé des cascadeurs se balançant à un câble au-dessus de l'océan et par beau temps. Cela permet d'avoir un assez grand espace pour le mouvement et d'avoir un immense fond bleu pour faire une incrustation. Et je trouve ça vachement cool d'utiliser un fond bleu naturel pour faire ces incrustations. On avance un peu et on retrouve nos joyeux lurons en train de faire la causette sur le toit. Durant la post-production, ils ont trouvé que les dialogues n'allaient pas et ont décidé de les changer. Donc pour qu'on ne le remarque pas, ils ont assombri la bouche du bouffon vert. Cependant, on voit clairement la différence avec les plans juste avant. Mary Jane sort d'une audition sous la pluie et on a à peine le temps de dire « balance ton porc » qu'on arrive sur la fameuse scène t-shirt mouillé. Tobey Maguire se bat contre les méchants et disparaît aussi vite par une porte secrète qui se trouve dans le mur. Et pendant ce temps, un cascadeur déguisé en Spider-Man le remplace. Et là, MJ se dit « tiens, s'il faisait un des baisers les plus mythiques du cinéma ». C'est ce qu'elle fait, et ce baiser fut une horreur à tourner pour Tobey. Et pour que vous compreniez bien, il faut que je vous explique ce qu'est le waterboarding, ou simulation de noyade en français. Cette méthode de torture si chère à Donald Trump. Alors, pour faire un bon waterboarding, il nous faut un homme, un chiffon et de l'eau. On place l'homme de manière à ce qu'il ait la tête plus basse que les pieds, on lui met le chiffon sur le visage et on lui verse de l'eau jusqu'à ce qu'il suffoque. Donc si vous avez suivi mon raisonnement, tête en bas, check, tissu sur le visage, check, eau qui rentre dans le nez et la bouche, encore check. Après ce petit moment de romantisme, retour à l'action avec Spidey et le bouffon vert qui se battent dans un immeuble en feu. Pour cette scène, les acteurs se sont vraiment battus dans les flammes. Sauf là, où c'est des images de synthèse. Faut pas exagérer quand même. Et maintenant, on va rusher la fin du film parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Allez. Alors, on a un repas, une explosion, une partouze de décors numériques et décors réels mélangés à des personnages numériques et personnages réels. Sauvetage, explosion, souffrance, Souffrance, voilà ce que tu as choisi. Et on va s'arrêter sur ce plan. Quand j'étais petit, je me disais que c'était bizarre quand même d'avoir autant de salive que ça dans sa bouche. Je sais pas, t'avales, tu fais un truc, tu vois. En fait, à la base, c'était du sang, mais pour que le film ne passe pas dans la catégorie Rated R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, ils ont changé la couleur rouge en blanc en post-production. Et bien sûr, on finit sur une fin classique, le méchant meurt, le héros chope la princesse... Je serai toujours ton meilleur ami. En fait, non. Et on termine le film par un magnifique plan de Spider-Man qui me permet de soulever une idée. Idée qui est que les effets spéciaux ne servent pas qu'à montrer ce qui est impossible à filmer, mais les effets spéciaux servent les intentions du réalisateur. Durant tout le film, on voit l'évolution de Spider-Man dans ses capacités à voler entre les buildings de New York. Cette évolution est montrée par le cadrage. À la première envolée de Spider-Man, la caméra n'arrive pas à suivre. Spidey sort plusieurs fois du cadre et on est obligé de mettre des cuts pour pouvoir le suivre. Alors que sur le plan de fin, la caméra suit parfaitement Spider-Man dans un mouvement ultra fluide et Spidey ne sort pas une seule fois du cadre. Cette intention de réalisation n'est possible que grâce aux effets spéciaux qui permettent à la caméra de n'avoir aucune limitation technique dans ses choix de cadrage. Et ben c'était vraiment bien ce film. Même si je préfère The Amazing Spider-Man. Allez, salut!